Mesdames et messieurs, bonsoir. À la une de l'actualité, violence post-électorale, le représentant spécial du secrétaire général pour l'Afrique de l'Ouest et du Sahel appelle les Guinéens au calme et à la retenue. En mission à Conakry, Ibn Chambas condamne tout recours à la violence. Communal 2018, la Commission électorale nationale indépendante a fait le point sur la situation de réception des procès-verbaux. C'était au cours d'un point de presse organisé ce matin par l'institution électorale. Éducation, la Fédération syndicale professionnelle de l'éducation se désolidarise de tout mouvement visant à perturber le bon déroulement des cours. Elle invite les enseignants à poursuivre le travail et le gouvernement à sécuriser les écoles. Voilà pour les titres. Encore bienvenue à tous. La session ordinaire du Conseil des ministres s'est tenue ce jeudi sous la présidence du chef de l'État, professeur Alpha Condé. Plusieurs sujets étaient à l'ordre du jour, notamment le renforcement des capacités d'absorption des ressources financières annoncées par les partenaires à la réunion du groupe consultatif de Paris et la problématique de la promotion rurale. Fodé Camara revient sur les grandes lignes du Conseil. Sous l'égide du président de la République, le Conseil ordinaire des ministres s'est tenu ce jeudi 8 février. Pour ce rituel hebdomadaire de compte-rendu des actions des membres du gouvernement, 4 points étaient à l'ordre du jour. Pour le premier point, le président de la République a donné des instructions au ministre de l'Agriculture et de l'Élevage. Des instructions qui les interpellent à entamer les préparatifs des journées relatives à leurs secteurs respectifs. Des journées prévues dans les villes de Zérékoré et Labé. Le chef de l'État a demandé aux ministres concernés de tenir une séance de travail avec les nouveaux partenaires identifiés pour la fin des travaux du nouvel abattoir et son extension. Le président de la République a demandé à Madame la ministre de l'Agriculture d'évaluer l'impact de la sécheresse qui a prévalu cette année dans certaines régions sur la production de riz, de faire le point sur la fabrication en cours de décortiqueuses de fonio, de suivre l'évolution de la vente des engrais aux paysans, de prendre les dispositions nécessaires pour la mise à disposition sécurisée des moissonneuses-batteuses dotées de systèmes GSM avec une procédure de location en mobile money, de préparer également la mise à disposition pour les femmes et les jeunes de décortiqueuses après des séances de formation avec des instructeurs expatriés. Le président de la République a demandé au ministre en charge de l'élevage de faire le point sur les travaux de réhabilitation des fermes de Famouila et de Boké. Le chef de l'État a instruit le ministre en charge de l'Industrie, en relation avec le ministre en charge de l'Habitat, de faire la situation des zones industrielles et du parc industriel existant. Le président de la République a insisté pour la récupération des domaines industriels qui n'ont pas été mis en valeur à date. Le chef de l'État a demandé au gouvernement de veiller à ce que les réunions et événements officiels soient programmés à temps en vue de prendre les dispositions nécessaires pour leur correcte organisation. Le Premier ministre a aussi fait le compte-rendu de la session ordinaire du Conseil interministériel. Autre communication, le ministre du Budget a fait le point autour de la nomenclature des services publics dans la loi de finances 2018. La ministre du Plan et de la Coopération internationale a levé le voile sur les dispositions pratiques envisagées pour la concrétisation des engagements financiers issus de la réunion du groupe consultatif sur le PNDS, Plan national de développement économique et social, tenu du 16 au 17 novembre 2017 à Paris. La ministre du Plan et de la Coopération internationale a également soumis un projet d'arrêté portant création, attribution, organisation et fonctionnement du dispositif institutionnel de suivi et évaluation de la mise en œuvre du Plan national de développement économique et social 2016-2020. Elle a rappelé l'instruction de M. le Président de la République lors de la clôture de la réunion du groupe consultatif, demandant au gouvernement de rendre opérationnel le dispositif institutionnel de suivi et d'évaluation du PNDES en vue de renforcer les capacités d'absorption des ressources promises. La ministre a soutenu que c'est dans ce cadre que ce projet d'arrêté a été élaboré. Ce dispositif est chargé de formaliser et d'animer un dialogue permanent avec toutes les parties prenantes autour des résultats du PNDES. Il comprend les organes délibérants et exécutifs suivants:
le cadre de concertation et de coordination, le comité technique de suivi, les groupes thématiques de dialogue, le secrétariat technique. La ministre a souhaité l'approbation par le gouvernement du dispositif institutionnel de suivi et évaluation du PNDES en vue de renforcer la capacité d'absorption des ressources financières annoncées par les partenaires techniques et financiers. Afin de baliser la voie pour la réussite des travaux de la 29e conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, la ministre de l'Action sociale et de la promotion féminine a participé à la 2e réunion du comité technique spécialisé sur le genre et l'autonomisation des femmes tenue du 1er au 8 décembre 2017 à Addis Abeba en Éthiopie. Au-delà de l'autonomisation des femmes, d'autres questions d'intérêt national étaient sur la sellette. À l'issue des débats sur les différentes questions suscitées, le Conseil a décidé ce qui suit. 1. Le Conseil autorise la mise en place de la nouvelle nomenclature budgétaire de l'État dans la chaîne de dépenses. Le Conseil invite le ministre du Budget à prendre toutes les dispositions structurelles en ce sens avant la prochaine loi de finances. Le Conseil approuve le projet d'arrêté portant création, attribution, organisation et fonctionnement du dispositif institutionnel de suivi et évaluation de la mise en œuvre du Plan national de développement économique et social sous réserve d'amendements. Pour conclure, au titre des divers, le ministre des Postes, Télécommunications et de l'économie numérique a informé le gouvernement que la Guinée est désormais dotée d'un point d'échange Internet dont le lancement aura lieu dans les jours à venir. Principaux avantages, améliorer la qualité et démocratiser l'accès aux services Internet, sans oublier une réduction considérable du coût de la communication. La facture de ces infrastructures, qui s'élève à plus de 3 milliards de francs guinéens, est financée par la Banque mondiale. Dans ce registre, autre nouvelle, la 3e édition de la Semaine nationale de l'entrepreneuriat numérique aura lieu à Conakry du 17 au 18 avril 2018. On ouvre à présent le dossier politique de ce journal, violence post-électorale. Le représentant spécial du secrétaire général pour l'Afrique de l'Ouest et du Sahel appelle les Guinéens au calme et à la retenue. En compagnie du ministre Maître Cheikh Sako cet après-midi même, Ibn Chambas condamne tout recours à la violence. C'est un reportage signé Kerno Younoussaba. Les Nations Unies sont préoccupées par la situation qui prévaut en Guinée au lendemain des élections locales. Pendant que les résultats définitifs de la CENI sont attendus, des violences sont signalées par endroits dans le pays. En mission de travail en Guinée, Ibn Chambas, représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en Afrique de l'Ouest et du Sahel, fait le point de la situation avec le garde des Sceaux et prêche l'apaisement. À ce stade, le processus est toujours en cours. Donc, nous appelons à tous les acteurs politiques à la retenue. Il faut qu'on laisse la CENI de continuer avec son travail et puis à la fin, s'il y a des doléances, il y a un recours, le processus légal pour un redressement. Mais pour les Nations Unies, il faut être clair. Ce n'est pas acceptable d'utiliser la violence dans un contexte électoral. Ces violences qui ont occasionné des pertes en vie humaine et des dégâts matériels importants interpellent la justice. Le ministre Sako condamne ces abus et promet justice. Il faut absolument la sérénité, il faut absolument un climat de tolérance dans cette période électorale. Quant aux magistrats, comme vous savez, on a déployé les magistrats dans toutes les circonscriptions. Ça n'a pas été facile. Ils ont eu des discours et on leur a donné des positions assez claires là-dessus. Impartialité, neutralité entre les acteurs politiques. Et ce qui a été dit, je me permets de rectifier, aucun magistrat n'a annulé les votes. Les magistrats n'ont fait qu'écarter quelques votes qui sont soumis donc au contentieux après. Ça a été écarté provisoirement. C'est important que ça soit dit. Quant au contentieux, ils seront tranchés par la voie légale. Sur les actes de violence également,
je tiens à dire solennellement que tout citoyen guinéen qui sera auteur de violences post-électorales répondra devant la loi, quelle que soit son obédience politique. Auparavant, Ibn Chambas avait dans une déclaration salué le climat apaisé des élections locales du 4 février dernier et en avait appelé à la retenue et à la sérénité, toutes choses devant garantir la paix et la quiétude sociale. Sur la même lancée, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile a présenté ce jeudi la situation de ces violences enregistrées à travers le pays. Maître Abdul Kabele Kamara est au micro de Adama Traoré et de Sekou Sissoko. Le ministère de la Sécurité et de la Protection civile constate avec regret et amertume que les consultations électorales organisées en vue de la consolidation des acquis démocratiques de la Guinée sont en passe de devenir des moments de crainte et de peur pour des raisons fondamentalement liées à la récurrence des violences politiques. Ces violences politiques qui compromettent la cohésion sociale et la sécurité des citoyens sont, selon les informations dont nous disposons, le fait de certains acteurs politiques et personnes mal intentionnées qui n'ont pour seule ambition que de saper ces acquis démocratiques. Dans une énumération non exhaustive des actes de violence enregistrés au cours de ces derniers jours, l'on peut noter, entre autres, le meurtre de 4 personnes et des dégâts matériels importants survenus à Kalenko, dans la préfecture de Dinguiraye, entre militants des partis politiques sur fond de contestation des résultats. L'exercice des actes d'outrage et de rébellion aux forces publiques de police et de gendarmerie. L'incendie d'un véhicule de la compagnie mobile d'intervention et de sécurité numéro 5 à Baïlo-Baya, au cours duquel 5 agents ont été grièvement blessés et admis d'urgence à l'hôpital. Le tir avec un calibre 12 sur un véhicule de la brigade anticriminalité BAC numéro 6 à Baïlo-Baya. La menace de mort proférée par un candidat à l'endroit des membres d'un bureau de vote à Wemé, dans la région de Zérekoré. De même, le ministère de la Sécurité et de la Protection civile condamne et fustige les agissements de certains acteurs politiques qui s'autoproclament sans fondement vainqueurs des élections dans certaines circonscriptions électorales à Conakry et à l'intérieur du pays. Ces agissements, qui sont en soi porteurs de germes de violence politique, constituent également des violations graves des dispositions du Code électoral. Le ministère de la Sécurité et de la Protection civile, en collaboration avec l'unité spéciale de sécurisation des élections, UCEL, réaffirme sa détermination à assurer sa mission régalienne de protection des personnes et de leurs biens en mettant un terme à tout acte de nature à troubler l'ordre public et la paix sociale d'où qu'ils proviennent. Même son de cloche d'apaisement chez les activistes guinéens, les acteurs du regard citoyen, les activistes de la société civile et les leaders religieux ont tous fait des déclarations dans ce sens. Ils exhortent à privilégier le dialogue pour l'intérêt supérieur de la nation. Kerno Ousmane Diallo. Les troubles survenus dans les préfectures de Kindia, Dinguiraye et à Kalenko, où des cases ont été brûlées, et à Conakry. Une situation inacceptable que dénoncent les organisations non gouvernementales qui appellent au calme et à la retenue. Réunis au sein du regard citoyen, les acteurs de la société civile interpellent toutes les parties dans ce processus électoral. Aux autorités de faire toute la lumière sur les graves violations des droits humains perpétrées sur les paisibles populations à Kalinko, Kindia
Baïlo-Baya, Tombolon, Dogomé, etc. Invite les acteurs politiques, candidats, partisans et sympathisants de faire preuve de retenue à cette période sensible et d'attendre la proclamation officielle des résultats par la commission électorale. Les médias ont plus de professionnalisme à s'abstenir de toute diffusion de propos incitant à la violence et de s'inscrire dans la logique de l'apaisement. Autre couche sociale inquiète et qui appelle au sens de responsabilité les religieux. Par la voix de leur secrétaire général, ils rappellent ce qui doit primer. La Guinée est notre case commune. L'intérêt supérieur de la Guinée, la paix et la cohésion sociale doivent être placés au-dessus de tout. Et les préserver est un devoir sacré pour nous tous. Mouvance présidentielle, opposition, société civile, citoyens et citoyennes. Dans la même déclaration, le secrétaire général aux affaires religieuses appelle à organiser des journées de prière vendredi et dimanche prochain pour implorer la grâce divine afin que la Guinée franchisse le reste de cette étape de son évolution dans la quiétude. Justement, parlant de ces échéances électorales dans l'attente des résultats définitifs, le président de la CENI a animé un point de presse ce matin au siège de l'institution. Maître Amadou Salifou Kébé a fait le point sur la situation de réception des procès-verbaux. Makemedozo nous en dit plus. Le président de la Commission électorale nationale indépendante face à la presse. Maître Amadou Salifou Kébé communique sur le niveau d'avancement de réception des procès-verbaux en provenance des commissions administratives de centralisation des votes. Sur les 342 circonscriptions électorales, 170 sont déjà parvenus à la CENI. Parmi ces procès-verbaux disponibles, d'autres font l'objet de contentieux. Quand les commissions administratives de centralisation de vote reçoivent les procès-verbaux des bureaux de vote, ils font une centralisation des voix, de toutes les voix qu'il y a. Au cours de cette centralisation, il arrive souvent qu'ils constatent des procès-verbaux douteux ou des procès-verbaux qui, selon eux, ne sont pas sincères. Il a été demandé par la loi à ce que ces procès-verbaux soient mis de côté. Peut-être parce qu'il y a tellement de ratures là-dedans qu'on ne peut pas lire les chiffres correctement. Ou peut-être que parce que ces procès-verbaux ne sont pas signés, ou sont arrivés à la centralisation dans des conditions obscures. Donc, puisque les présidents des CACV ne peuvent pas annuler ces procès-verbaux, il les a été demandé par la loi de les mettre de côté, mais de faire un rapport circonstancié. Ils notent pourquoi, dans leur comptabilisation, ils ne peuvent pas comptabiliser ces procès-verbaux. L'une des anomalies signalées pendant ce scrutin est le vote par procuration, une façon de voter légalisée par le code électoral révisé. Autre problème concerne l'annulation des procès-verbaux par les commissions administratives de centralisation des votes, CACV. Aucun président de CACV n'a le droit d'annuler un procès-verbal. Il est apparu que c'est de ce côté, c'est-à-dire ce n'est plus le côté des PV multiples qu'on s'accroche, ce n'est plus le côté de bulletins de vote qu'on dit qui ont été précochés, mais on dit qu'il y a eu des votes par procuration multiples. Mais comment cela peut se passer? C'est-à-dire que si vous avez 5 000 procurations, il vous faut 5 000 cartes d'électeurs qu'à remettre à 5 000 personnes qui ont déjà voté pour venir remplir le bureau de vote. Ça, nous sommes perplexes. Bon, à ce jour, je vous parle avec beaucoup d'honnêteté, je n'ai pas vu ces procurations-là. Ce vendredi, le président de la CENI va se prononcer sur les résultats définitifs des circonscriptions électorales validées par la justice. Cette
bonne nouvelle pour l'économie nationale. Plus de 165 millions de dollars, c'est le montant que les agences du système des Nations Unies proposent d'apporter à la Guinée pour l'agenda 2018-2019. La somme va servir à financer les priorités nationales définies dans le plan national de développement économique et social. La signature du plan de travail biennal s'est tenue au ministère du Plan et de la Coopération internationale. Explication, Memouna Bila Diallo. Le plan de travail biennal du système des Nations Unies est revu. Les agences de l'institution onusienne renouvellent leur soutien à la Guinée pour la période 2018-2019. Le plan tient compte des priorités nationales en matière de développement, des priorités clairement exprimées dans le PNDS. Nous avons un volet qui va couvrir tout ce que nous savons faire dans le domaine de la gouvernance politique, économique, sociale, mais avec un grand volet de renforcement de capacité des institutions, de la société civile et du secteur privé. Le deuxième axe, c'est au niveau de la transformation économique et en même temps à la protection de l'environnement. Le troisième axe, c'est l'axe de l'accès aux services sociaux de base. C'est tout ce que nous faisons dans la santé, l'éducation, la protection des populations vulnérables, notamment la lutte contre les violences de toutes sortes. Il inclut les axes, la violence faite aux femmes. Enfin, le quatrième axe est lié à tout ce que nous allons faire en termes de promotion de l'entrepreneuriat pour la création de l'emploi. Donc l'axe sera focalisé surtout sur les jeunes, les femmes, mais aussi le groupe des handicapés. Pour la mise en œuvre de ce plan cadre, plus de 167 millions de dollars sont attendus. À ce jour, un peu plus de 100 millions sont disponibles. C'est le fruit d'un long processus de planification et de budgétisation conjointement mené par l'ensemble des agences onusiennes et le ministère du Plan et de la Coopération internationale. Le gouvernement prendra les dispositions nécessaires afin d'intégrer dans le budget national les différents apports financiers, tout comme la mise en place dans les délais de la contrepartie gouvernementale. Tout en exprimant la gratitude du gouvernement aux institutions du système des Nations Unies et à l'ensemble des partenaires au développement, je voudrais inviter les institutions nationales à s'engager pour la mise en œuvre effective de ces plans de travail. Cette convention marque le démarrage du nouveau cycle du plan cadre des Nations Unies pour l'aide au développement, PNUAD 2018-2019. Et puis la Fédération syndicale professionnelle de l'éducation, dans une déclaration, condamne tout mouvement visant à perturber les cours. Par ailleurs, elle invite les enseignants à poursuivre le travail pour le bon déroulement des cours. Francis Collier. Suite à la menace de grève dite des enseignants, le bureau de la Fédération syndicale professionnelle de l'éducation, FSPE, a tenu une réunion ce mercredi avec ses représentations à la base. Il a été question d'analyser le souci des parents d'élèves. À l'issue de cette rencontre, la FSPE a fait une déclaration dans laquelle elle ne reconnaît pas cet appel à la grève prévu le lundi prochain. Un soi-disant avis de grève circule actuellement dans les écoles qui n'émane pas de l'inter-syndical FSPE-SLEC. Pour sa part, la FSPE tient à rappeler qu'à l'issue des accords conclus respectivement en février et octobre 2017, d'importants acquis ont été obtenus pour tous les fonctionnaires en général et pour les enseignants en particulier. Chers enseignants et enseignantes, tous ces acquis et d'autres ont été obtenus grâce à l'unité d'action qui a toujours caractérisé l'intersyndicale FSPE-SLEC, soutenue par l'intercentrale CNTG-USTJ. Cette cohésion qui est le socle de notre action syndicale
demeure le fondement de notre lutte commune en faveur de tous les enseignants de Guinée. La Fédération syndicale professionnelle de l'éducation a aussi invité chacun à plus de responsabilités tout en garantissant la poursuite des négociations pour le bien-être de l'école guinéenne. La FSPE invite tous ses adhérents à la retenue en restant unis dans la sérénité car la division ne profite à personne. Le bureau exécutif national de la FSPE n'étant pas signataire du dit avis de grève, demande à tous ses membres de continuer le travail. Ainsi, il invite le gouvernement à assurer la sécurité des enseignants et les élèves dans les concessions scolaires. La Fédération syndicale professionnelle de l'éducation réitère sa détermination pour toujours défendre les intérêts supérieurs des enseignants et enseignantes de Guinée dans la légalité. À ce titre, elle les informe que les négociations continuent pour d'autres acquis. Unis, nous vaincrons. Pour éviter des perturbations de cours, la Fédération syndicale professionnelle de l'éducation entend trouver de l'équilibre entre l'avenir des enfants et la lutte syndicale. On en vient maintenant au changement climatique. Le ministère de l'Environnement et ses partenaires échangent sur l'identification et le financement des projets visant l'atténuation des effets du changement climatique. C'est pour accélérer la mise en œuvre de la contribution nationale dans la lutte contre le réchauffement climatique. Mohamed Alpha Baldé nous signe ce reportage. La concrétisation effective de l'accord de Paris sur la lutte contre les changements climatiques reste encore une question entière. Son application patine et les pays les moins avancés attendent toujours les financements promis pour la mise en œuvre de leur contribution nationale déterminée. Avant 2030, la Guinée a par exemple promis de réduire son empreinte carbone de 13%. Le pays compte mettre en avant son potentiel hydraulique et solaire pour privilégier des énergies propres dans son processus de développement. Les besoins en financement sont estimés à 6,5 milliards de dollars US pour la période 2016-2030 pour le seul secteur énergétique en matière d'atténuation et de 1,7 milliard de dollars US pour la même période dans le cadre de l'adaptation, dans les domaines de l'agriculture, la pêche, l'élevage, etc. Il permet aussi d'accroître le niveau d'investissement des projets et programmes qui feront l'objet de soumission aux partenaires techniques et financiers, conformément à notre plan national de développement économique et social. Cette nouvelle rencontre entre le département de l'environnement et la branche climat de l'Agence française de développement en Guinée est la suite du récent sommet sur le climat tenu à Paris après la COP23 en Allemagne. La France a promis 30 millions d'euros à 15 pays africains, dont la Guinée, pour mieux encadrer leurs projets. Cette facilité devrait permettre aux pays de préparer en fait la mise en œuvre de leur NDC. Donc en les appuyant dans la réalisation d'études de faisabilité, dans des programmes de renforcement de capacité, donc asseoir des bases pour leur permettre de financer les programmes, les projets, la connotation climat. Avec son positionnement stratégique pour l'équilibre climatique de la sous-région, la Guinée compte être en première ligne dans la bataille pour la limitation du réchauffement planétaire à 2 degrés comparé à la période pré-industrielle. Et ce communiqué du gouvernement sur la situation de la fièvre de Lassa. Les autorités sanitaires du ministère de la Santé ont été informées par le bureau OMS Guinée de la notification d'un cas de fièvre Lassa dans la préfecture de Ganta, Libéria. Il s'agissait d'une femme en provenance de la Guinée qui avait été reçue dans la clinique méthodiste de Ganta le 9 janvier 2018, décédée le 11 janvier et enterrée de façon digne et sécurisée dans la même préfecture
préfecture de Ganta, Libéria. Les résultats des tests sanguins du 10 janvier au Libéria, confirmant la nature de la maladie, ont été reçus par l'OMS le 13 janvier 2018. Aucun des cas contacts de la patiente au Libéria n'a été malade ou testé positif à la fièvre de Lassa. Le 19 janvier, une mission d'investigation s'est rendue à Guéké, préfecture de Yomo, localité d'origine du cas. Cette équipe a enregistré 28 contacts, tous libérés après les 21 jours de suivi réglementaire sans déclaration de maladie selon les directives de l'OMS. Aucun des contacts de la patiente en Guinée et des malades fébriles n'a été malade ni testé positif à la fièvre de Lassa. Sur la base des résultats des investigations épidémiologiques, la Guinée n'est pas en situation d'épidémie de fièvre Lassa. Le ministère de la Santé poursuit à titre systématique et préventif de la sensibilisation des populations et des services de santé et d'hygiène publique sur les mesures universelles de prévention et de contrôle des infections, sur le renforcement de la surveillance épidémiologique. Signé le ministre de la Santé, Dr Abdourahmane Diallo. L'Union européenne s'active auprès du ministère de la fonction publique dans sa mise en œuvre des réformes. Elle vient d'offrir des engins roulants et outils informatiques d'une valeur de plus d'1 milliard de francs guinéens. Compte rendu Baba Kouyati. Le projet d'appui à la décentralisation et à la déconcentration entre dans sa phase active. Après la validation des différents textes, l'Union européenne décide de rendre opérationnels les services en charge du projet. Ce sont 8 motos tout-terrain, un véhicule 4x4, des outils informatiques composés d'ordinateurs portables, bureautiques et imprimantes qui sont offerts au ministère de la fonction publique. Le don vise à accélérer la mise en œuvre des réformes en cours dans la gouvernance locale. C'est bien clair que le texte législatif sont importants, mais il faut aussi le matériel pour l'implémenter. Et comme ça, cet matériel va réellement servir à améliorer le service public ici en Guinée. Cet appui institutionnel de l'Union européenne s'élève à plus d'1 milliard de francs guinéens. Avec ses engins roulants et matériel informatique, le département de la réforme administrative a désormais un moyen pour intensifier les missions d'inspection dans les services déconcentrés. Nous sommes maintenant à la phase de mise en œuvre, de vulgarisation, d'appropriation. Donc ces outils vont nous servir à renforcer les capacités de nos services et aussi à renforcer nos moyens de contrôle sur le terrain. Parce que ces 8 motos sont destinées justement à nos inspections régionales de l'administration publique, qui sont nos services déconcentrés, qui doivent approfondir la déconcentration et la décentralisation, qui vont nous permettre de contrôler les présences et fiabiliser l'application de la réglementation, le contrôle des structures. Ce don intervient au moment où le gouvernement mise sur les collectivités locales pour booster le développement à la base. Clôture de la Semaine internationale de lutte contre la faim, une initiative de Lions Club qui se tient chaque année pour venir en aide aux personnes vulnérables. Après la commune de Matoto, les membres du Lions Club ont offert des vivres aux élèves de l'école primaire de l'île de Kassa. Nabi Zakaria Bangora. La lutte contre la faim s'inscrit parmi les priorités de Lions Club International. Cette institution humanitaire inscrit désormais dans son plan d'action la Semaine internationale du service pour lutter contre la faim. À l'occasion, les 13 clubs de Lions district 403 A1 de la région 16 de Guinée se sont mobilisés pour donner une couleur particulière à cette cérémonie de partage avec des personnes démunies. Nous sommes très heureux de la mobilisation de tous les lions de Guinée qui sont venus en très grand nombre partager un repas et faire des dons aux albinos et aux enfants réfugiés qui sont en Guinée. Également nos amis malvoyants qui sont arrivés aussi en très grand nombre. Un moment amical et fraternel aux membres de Lions Club, élèves de l'école des réfugiés de Bellevue. Des personnes malvoyantes et albinos se sont côtoyés
partager des plats pour exprimer l'amour et la solidarité de Lions Club envers des personnes en détresse et nécessiteuses. Donner à ceux qui n'en ont pas, c'est partager. Donc nous, notre but, c'est de partager. Notre mot d'ordre, c'est oui, c'est servir les autres. Aujourd'hui, je suis satisfaite parce que nous avons donné le sourire à ces enfants. D'abord, on a eu les albinos, les enfants réfugiés de la Belle-Vue, on a eu les aveugles. Donc c'est pour vous dire que vraiment, on est satisfaite et on est très à l'aise avec nos actions que nous faisons sur le terrain en interclub. Au terme de cette cérémonie marquée par des actions humanitaires, les membres de Lions Club ont distribué des vivres à toutes les personnes démunies invitées pour la circonstance. Page noire, le vice-amiral Amara Bangoura a tiré sa révérence. Décédé des suites de maladie, le défunt a reçu les derniers hommages de l'armée nationale ce jeudi à la base logistique de l'armée de mer. Regagnera sa dernière demeure demain, vendredi, à Sobané, son village natal. Sergent-chef Alassane Gabi, correspondant de la presse militaire. À la base logistique de l'armée de mer, membres de famille, collaborateurs et amis, joints aux forces de défense et de sécurité fortement mobilisées, rendent un ultime hommage à un de leurs, le vice-amiral à la retraite Amara Bangoura, ancien chef d'état-major de l'armée de mer, décédé des suites de maladie à l'hôpital de l'amitié sino-guinéen. Vice-amiral Elhadj Amara Bangoura, le ministère de la Défense nationale, l'état-major général des armées, l'état-major de l'armée de mer, l'armée guinéenne en général, présente à ta famille éplorée leurs condoléances les plus attristées. Et nous, tes compagnons d'armes et amis, te regretterons et te pleurerons pour toujours. Que la terre libre et bénie de Guinée, que tu as tant aimé et servi avec honneur et loyauté, te soit légère. Incorporé dans l'armée en 1964, cet officier a connu un brillant parcours dans sa carrière militaire. Il a occupé, entre autres, des postes de chef d'état-major de l'armée de mer, attaché militaire près de l'ambassade de Guinée en Chine, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Guinée en Russie, avant de faire valoir ses droits à la retraite en 2008, soit 44 ans de service actif. Le vice-amiral Amara Bangoura, que les intimes appelaient affectueusement Amara Gboni, part pour l'éternité. Nous nous souviendrons encore longtemps de ce grand jeudi où cet homme vertueux, patriote, infatigable rendait l'âme. L'immense marée humaine qui se succédait chez nous à Sangoya Africop après l'annonce de son décès. Le disparu était très disponible à assumer les missions avec succès grâce aux relations humaines et du vivre ensemble. Ainsi, nous avons ensemble connu des moments difficiles lors de la catastrophe de toute une flottille sur les berges de son Sobané natal. Seul le sang-froid, la patience, le courage, l'autocritique ont prédominé. Originaire de la préfecture de Bofa, vice-amiral Amara Bangoura tire sa révérence à l'âge de 78 ans. Il rejoindra sa dernière demeure à Sobané, son village natal, laissant des veuves et des enfants. Paix à l'âme de l'illustre disparu, que la terre de Guinée que tu as tant aimé et servi te soit légère. Mesdames et messieurs, ces notes de tristesse mettent fin à ce journal. Merci pour votre fidélité durant cette semaine. Demain, vous serez avec une nouvelle équipe. Bonsoir, à bientôt.